Mesdames, Messieurs, bonsoir, bon jeudi, ravi de vous retrouver ce aujourd'hui, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter la page internationale. Jacques Mel, c'est la Dream Team, on le fait toujours en champion, Joannel François, Dassa Etienne, Roubans, sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Anames 102.3 FM à Jacmel. Nous irons au Canada. Les feux qui brûlent depuis plusieurs jours au pays obscurissent le ciel, bien au-delà des frontières canadiennes. Les alertes sur la qualité de l'air sont en vigueur dans plusieurs villes américaines. C'est à New York que la situation est la pire. Voici un reportage signé Yasmine Mehdi de Radio-Canada. Un deuxième matin sous le smog à Toronto. L'effet des feux de forêt se fait sentir jusqu'ici, à tel point que la fumée cache presque la tour CN et que certains Torontois ont ressorti leur masque N95. On dirait qu'on est en enfer, dit ce Torontois. La fumée a gagné d'autres villes en Ontario, y compris Kingston et Ottawa, où le ciel orange et l'odeur de brûlé a surpris certains résidents. Dehors, je suis sorti, puis c'était pas beau, c'était jaune, je sais pas trop ce qui se passait. Une situation inhabituelle qui a forcé la fermeture du toit du centre Rogers pour la partie des Blue Jays de Toronto. Autre stade de baseball, autre pays, mais un coloris semblable. New York aussi respire mal à cause des feux de forêt canadiens. Activités scolaires annulées, vols retardés, la qualité de l'air y est pire qu'au nord de la frontière. My children had a great trip planned today and it's further upstate, closer to Canada, and so they got canceled. So they have to stay inside, so that sucked. Pendant quelques heures, la métropole est même devenue la ville la plus polluée du monde. Une situation sans précédent, déplore le maire. There is no planning for an incident like this. C'est très jaune, alors. Le réalisateur québécois Simon-Olivier Fecteau est de passage à New York. Il décrit une ambiance étrange. Mais c'est pas le fun. Ça donne un sentiment de fin du monde. Tu regardes dehors, c'est l'opaque, tout est jaune. Même constat pour cette journaliste normalement basée à Montréal. Cette couleur jaune-orange, cette brume, ça aussi, ça donne des allures, franchement, un peu de fin du monde. New York n'est pas la seule. D'autres villes américaines sont touchées par cette vague de pollution atmosphérique. Washington et Détroit se sont réveillés sous le smog. La Caroline du Nord aussi, à plus de 1600 km du Québec. Des deux côtés de la frontière, les autorités appellent à la prudence, car les prochains jours ne s'annoncent pas plus dégagés. Aux États-Unis comme au Canada, de nombreux avertissements sont toujours en vigueur, alors qu'au Québec, les feux continuent de faire rage. Ici, Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Toronto. L'Iran a ouvert son ambassade en Arabie Saoudite mardi et son consulat général et son bureau de représentation auprès de l'Organisation de coopération islamique OCI, la ville saoudienne de Jeddah, mercredi. Écoutons un extrait. J'apprécie le gouvernement chinois pour cette initiative. J'espère que l'amitié entre l'Iran, la Chine et l'Arabie saoudite sera renforcée à partir de maintenant. La délégation iranienne a organisé une cérémonie pour marquer la réouverture dans le bâtiment du consulat général mercredi. Des fonctionnaires du ministère saoudien des Affaires étrangères et des diplomates chinois à Jeddah ont été invités à y assister. Mardi, l'Iran a rouvert son ambassade dans la capitale saoudienne Riyad après 7 ans de fermeture. Les deux pays ont dialogué à Beijing en mars et sont parvenus à un accord inédit sur la reprise des relations diplomatiques. Au Soudan, les 70 enfants pensionnaires de l'orphelinat sont décédés de faim et de maladie ces 2 derniers mois. Voici un reportage à signer Africa News. Environ 300 enfants d'un orphelinat de Khartoum ont été transférés dans un endroit plus sûr dans le nord du Soudan. L'annonce a été faite mercredi par le porte-parole de l'UNICEF. Cette évacuation intervient après la mort de 70 enfants pensionnaires de l'orphelinat décédés de faim et de maladie ces 2 derniers mois.
alors que la capitale soudanaise est déchirée par des affrontements entre l'armée et les paramilitaires. Ces enfants sont là depuis 6 semaines. C'est donc un soulagement pour nous de voir que nous pouvons les mettre en sécurité et qu'ils peuvent aussi recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin. Car il ne faut pas oublier qu'à Khartoum, seuls 20% des hôpitaux fonctionnent correctement et que tous les besoins spéciaux ne peuvent pas être satisfaits pour ces enfants. Depuis le 15 avril, les combats qui opposent les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan ont fait plus de 1800 morts et plus d'1,5 million de déplacés et réfugiés. Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka qui provoque l'inondation de plus de 600 km². Voici un reportage à signer Euronews. Le président Volodymyr Zelensky à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, pour se rendre compte de la situation sur place après la destruction d'un barrage. Ukrainiens et Russes se rejettent la responsabilité de l'attaque du site de Kakhovka qui a entraîné, selon Kiev, l'inondation de plus de 600 km². Les occupants russes ont annoncé la mort de 5 civils noyés dans la zone sous son contrôle. Le niveau de l'eau dépassait de plus de 5 mètres la normale. Volodymyr Zelensky a promis des indemnisations et des aides pour les entreprises et les habitants de la région. Près de 2000 personnes ont été évacuées. De nombreux habitants ont fui par leurs propres moyens. Côté russe, les évacués sont 4500. Selon les autorités d'occupation. Volodymyr Zelensky a les heures dernières déploré l'absence d'aide humanitaire internationale et alerté sur la catastrophe écologique annoncée. L'Occident fournit des armes au corps de volontaires réputés russes de Kiev. Le Washington Post révèle une enquête sur le corps de volontaires réputés russes dont plusieurs éléments sont liés à la mouvance néonatale qui a attaqué le territoire de la région de Belgorod le 22 mai. Voici un reportage à signer RT. Selon le journal, les représentants du corps ont utilisé des armes transférées à l'Ukraine par des pays occidentaux à condition que les armes reçues ne soient pas utilisées sur le territoire russe. Le journal affirme notamment que des photos publiées sur le compte Instagram RDK et des vidéos envoyées au journal montrent que les commandos sont armés de CZ Bren tchèques et de FN Scar belges. La Belgique et la République tchèque ont envoyé des armes à l'Ukraine, dont des Bren et des Scar, fréquemment utilisés par les forces armées ukrainiennes. Ce qui a conduit le journal à conclure que ces armes sont arrivées entre les mains de la RDK directement depuis l'armée ukrainienne. Le journal souligne que les membres du RDK sont des néo-nazis et ont d'autres opinions radicales. Cette information a provoqué la colère d'utilisateurs de Twitter, dont l'homme politique français Florian Philippot. On l'a dit ici, on nous a accusés d'être la solde de Poutine et de colporter le narratif russe. Aujourd'hui, c'est tellement clair que même le New York Times est obligé de l'admettre à la une. L'armée ukrainienne est remplie de nazis assumés et c'est impossible à cacher. Une grande enquête du Washington Post prouve l'utilisation par l'Ukraine d'armes de l'OTAN sur le territoire russe, contre tous les engagements pris par Zelensky. La Belgique annonce officiellement demander des explications et lancer une enquête. Et la France, rien. On en vient sur LCI à dire « ce n'est pas grave qu'il soit néo-nazi tant qu'il se comporte bien » ou « on n'est pas sûr qu'il soit néo-nazi en autre ». Certains sur LCI sont en perdition morale. On renie les 70 dernières années d'un coup. Marc Cancian, officier à la retraite du corps des marines et conseiller au Centre d'études stratégiques et internationales, estime que les Ukrainiens sont directement impliqués, malgré les déclarations répétées des responsables américains selon lesquels ils ne doivent pas mener d'attaque sur le territoire russe. Nous ne soutenons pas les attaques à l'intérieur de la Russie et nous n'encourageons ni ne donnons les moyens à l'Ukraine de le faire. Nous avons fait part de ces préoccupations aux responsables ukrainiens, aussi bien en privé et encore plus en public. Et nous avons obtenu des garanties en retour. Le journal conclut que malgré l'absence de violation des accords sur la fourniture d'armes à l'Ukraine dans le passé, les pays occidentaux remettent de plus en plus en cause la responsabilité de l'Ukraine dans de telles démarches, ainsi que les limites de la patience des États-Unis. C'est ainsi que prend fin la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde.
Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston 65 degrés Fahrenheit, ça donne 18 degrés Celsius. Jacmel 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Doré.